Salut à tous, c'est Pilou, je suis coordinateur de projet de terrain chez OTC et on est de nouveaux rendez-vous à la maison. Donc pour ma part c'est à Lyon, toujours avec le soleil. J'ai été obligé de baisser les stores pour qu'on puisse voir un peu la lumière. On va faire comme on peut sans qu'on soit complètement dans le noir et sans qu'on voit rien non plus. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on s'intéresse à la partie conception et les outils qui vont nous permettre de se pencher sur le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous aider à être plus créatif, à pouvoir mieux contrôler sa couleur, ses transitions au niveau de la couleur. C'est le sujet, il y a plus de choses, mais la conception passe aussi par là. Et puis en quoi ça va pas être une perte de temps et que ça va être performant. Alors, on va pas s'intéresser à comment j'ai configuré mes fenêtres et tous les boutons d'EOS, mais uniquement à la partie travail de la couleur. Donc, j'ai installé un projecteur à côté de moi. Voilà. Vous allez voir que c'est le circuit 1. Voilà. Je vous montrerai après des rendus sur ma tête, ça peut aider à mieux percevoir. Alors évidemment c'est via une vidéo, donc une webcam, donc on va pas forcément avoir un rendu aussi avec autant de détails que si on le voyait à l'œil, puisque l'œil a des possibilités supérieures à la caméra, d'autant plus à une webcam. Mais on va quand même essayer de découvrir un peu l'outil avec une vue à dire réaliste, puisque pas réel. Allez, c'est parti. Alors, on va passer avec EOS en grand. Voilà. Donc, dans l'outil EOS, l'outil couleur de base, donc EOS d'abord possède tous les outils que possèdent toutes les consoles lumière. Tous les outils sont là. Donc, vous allez retrouver... Bon, alors nous, on utilise le diagramme CIE, le cercle des couleurs, et ensuite, les outils classiques, Hue, saturation, luminosité, RGB, CMY, et ainsi de suite. On va en voir une partie. Donc, tous les outils communs, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous retrouvez tout ce que vous avez dans une console conventionnelle. Alors, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à poser des questions pendant que je fais ma présentation et que j'explique les outils. Et comme ça, j'essaierai de revenir au plus vite. Comme ça nous évite de faire des marches avant, marches arrière. Et puis, on prendra un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Et puis, une partie de l'équipe ETC est aussi connectée, donc pourra vous aiguiller dans les réponses. Donc, alors, on va réduire un peu le nombre d'outils. Allez, on part de l'outil de base. Quand on ouvre page couleur, on tombe là-dessus. Bon, l'outil CIE. Alors là, c'est une source en mode direct. Mode direct veut dire qu'on contrôle nativement chaque paramètre. Vous l'aviez vu, pardon. Hop. Ici, on voit qu'on a l'intensité ainsi que ces 7 paramètres de couleur. Donc là, on a du rouge, de l'ambre, du vert, du bleu, de l'indigo, du cyan. Et ça, c'est un D40 lustre plus. Donc, il a une LED blanche. Ceux qui ont des lustres 2, il n'y a plus de LED blanche, il y a une LED lime. Vous avez qu'à revoir sur la vidéo sur LED et couleurs, pourquoi il est plus judicieux d'utiliser la LED lime que la blanche. Outil couleur de base. Donc, si je suis en mode brut sur ma source, j'ai le polygone qui m'indique les couleurs disponibles. Donc, ça veut dire que si je vais chercher les différents sommets, déjà je peux les atteindre. Et donc ça me permet de travailler sur les LED. L'usage des boutons de la console n'est pas très... c'est très puissant, mais c'est très complexe, puisqu'on a les 7 paramètres de couleur qui sont disponibles. Ensuite, l'outil très classique, c'est le nuancier de Gélate. Alors je vais donner quelques explications, parce que souvent les gens font... Ah oui, mais c'est bizarre, les vignettes, elles sont toutes jaunes. Pourquoi les vignettes sont jaunes? C'est très simple. Les gélettes, elles ont été conçues pour les projecteurs halogènes. Et en fait, les vignettes, les aperçus que vous voyez ici, vont vous montrer une idée qu'aurait une lampe halogène avec cette gélate. En l'occurrence, si je vois le 201, il apparaît blanc. Pourquoi? Et 202, 203, plus ou moins jaune.
Bah oui, parce qu'on va considérer que blanc, c'est la lumière du jour. Donc un 201 sur une source halogène donnera un équivalent de lumière du jour. Et 202, 203, bah, ça refroidit moins, donc ce sera un peu plus jaune. Alors je peux changer avec cette icône qui me permet d'avoir les vignettes en mode nuancier papier. C'est comme quand on voit les vignettes sur le nuancier papier. Donc du coup, mon 201 est bleu. Bon bah ça tombe bien, c'est comme ça que j'ai l'habitude de le voir, sachant que ça ne change en rien le rendu du projecteur, c'est juste l'aperçu des vignettes. Quand vous changez ici, ça marche aussi pour le rendu des vignettes sur les projecteurs et le rendu des vignettes dans le gestionnaire des scrollers. Donc ça c'est une petite chose importante, c'est assez pratique et puis surtout c'est surtout voilà, pas une petite habitude. Alors, on va pas rentrer dans les détails de tous les nuanciers qui existent. Maintenant, on va s'intéresser à un autre outil qui va nous permettre de comprendre comment marche le gel picker. Je vais rajouter l'outil spectral. Alors, je vais mettre ma source en home. Voilà. Donc, ma LED, mon D40 lustre plus. Donc, sa résultante, c'est la courbe en gris. Le spectre, donc en tout cas, il est composé de plusieurs LED que je visualise ici. Et maintenant, si je dis OK, je voudrais un rendu style 202. Ok, alors je peux peut-être enlever le diagramme CIE, on verra mieux. Voilà. Et donc là, j'ai un rendu 202. Alors le 202 sur un halogène, c'est le pointillé qui est là. Il y a toujours une réouverture ici au niveau des infrarouges, hein. Sinon ça fait brûler les gélates plus vite, déjà que ça brûle vite. Oui, on m'avait réclamé longtemps de voir cette toile, donc ça y est, elle est là. Désolé Jonathan, je sais que tu l'aimes pas. Donc, le rendu de ma gélate. Ensuite, mon projecteur. Il n'a pas un spectre continu. L'halogène, le spectre, en gros, c'est une espèce de droite. C'est pas une droite, mais c'est comme ça. Plus de chaud que de froid. Bon, donc le spectre d'origine, vous le connaissez, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va moduler le spectre de ma LED pour essayer de reproduire quelque chose qui va s'approcher d'un... Là, j'ai choisi 202. Alors, il faut savoir que dans EOS, quand on a une source en mode brut, c'est-à-dire qu'on pilote nativement toutes les LED séparément qui sont dans le projecteur, on va pouvoir, du coup, vous savez qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre la même couleur, puisqu'on a plus de 3 teintes dans notre projecteur. Je vous rappelle, si vous voulez la réexplication, je vous recommande de retourner à la présentation sur les découleurs. Donc, par défaut, mon nuancier, si je regarde tout en haut, il est marqué plus lumineux. Qu'est-ce que veut dire plus lumineux? Ça veut dire que ma source LED, il va me donner un rendu, je dis toujours équivalent, hein, parce que ça dépend du sujet qu'on va éclairer. Il va donner un rendu équivalent 202, donc comme c'était de l'halogène avec du 202, optimisé pour la luminosité. Maintenant, je peux lui demander d'optimiser pour le spectre. Donc là, j'ai choisi spectral et je vais choisir 202. Alors, j'ai changé la disposition, du coup, les cases se promènent. 202, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il va niveler le spectre de ma source pour m'approcher d'un spectre plus fidèle. Alors, je ferai des essais sur ma tête quand je mettrai la vidéo en plus grand. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme différence? On aura un rendu plus fidèle, c'est-à-dire plus proche d'un halogène avec du 202. Par contre, on va perdre en luminosité. Là, c'est optimisation du rendu en fonction du spectre. Et enfin, on a un troisième nuancier, qui est le nuancier hybride. Hybride, ça veut dire c'est un combiné ou un compromis entre la luminosité et le spectre. Donc c'est hybride. Et donc là, on va avoir un compromis entre les deux. Hop, voilà. Donc on va avoir à chaque fois trois solutions. Là, j'ai rien touché à la main encore. 3 solutions pour chaque gélate que je vais choisir. Donc, vous avez un triple nuancier de gélatine. Voilà, si on s'était amusé de prendre du Gamecolor et qu'on voulait par exemple du 888.
et bah du coup je pouvais avoir un rendu hybride ou la version lumineuse ou la version spectrale. Et donc la seule différence entre les trois, ça va être que forcément on a la même teinte visuellement, mais par contre, si on est sur fond blanc, donc sur le mur, mais il fait jour donc on ne voit rien. Sur le blanc, on aura toujours la même sensation. On aura juste un changement de luminosité. C'est le principe du travail sur le métamérisme. L'œil peut percevoir une couleur en fonction de son support. Sur support blanc, les trois nuanciers, spectral, hybride et brightness, et plus lumineux, vous donnent le même rendu, mis à part une différence de niveau. Maintenant, si j'ai un support coloré, où la peau, ça marche hyper bien, on le voit vraiment, ben là, on va vraiment voir la différence entre les trois rendus. On va choisir un autre gélate. On va s'intéresser par exemple à un 243. Alors 243, alors je vais mettre une caméra plus large, voilà, comme ça. Ok, donc mon 243, il va me permettre... Donc là, je vois que le 243, c'est quelque chose d'assez vert. Alors, peut-être si je me le mets sur la tête, c'est mieux, vous avez préféré. Pas moi, mais tant pis. Ok, on a un rendu assez vert. On pourrait prendre du 242, il sera un peu plus bleu. Après, les goûts et les couleurs, hein. Chacun fait comme il veut. Ok, et donc là, j'ai un rendu spectral. Alors, je vais mettre en plus lumineux. Ok. Désolé, les enfants font le chahut cet après-midi. Allez, je suis plus parti sur 240. J'essaye de voir ce que la caméra va bien vouloir nous rendre. On n'est pas sur un outil professionnel. Ok, allez, partons, j'ai fait 242. Là, on a un rendu plus lumineux. Ok, l'outil spectral me permettrait de retoucher la couleur manuellement, comme si j'étais sur les molettes de mon pupitre. Donc, je pourrais décider de changer des choses. Ok, donc là, je change la couleur. Je vais remettre mon 242. Maintenant, je peux lui dire, ok, c'est bien le rendu de 242, mais j'aimerais garder cette teinte et retoucher le spectre. En gros, je voudrais travailler sur le métamérisme, aller à cette teinte, mais par un autre chemin. En gros, ça va changer le rendu. Et donc là, j'ai l'option maintenir la teinte. Là, j'ai coché maintenir la teinte. Et par exemple, je vais rajouter du rouge parce qu'il n'y a vraiment pas. Ok, on voit assez bien sur ma tête, même si la caméra augmente les contrastes et les différences de teinte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, vous allez pouvoir décider si c'est bien du 242. Par contre, est-ce que vous voulez donner l'illusion que je suis mort la semaine dernière, ou est-ce que vous voulez quand même que j'ai un teint un peu plus sympa? D'accord, et là on est dans une réflexion, on va dire dramatique. Quel rendu, quelle perception, quelle idée je veux donner. Et bien évidemment, l'outil peut aussi s'adapter pour un travail à la caméra. Donc voilà un peu l'idée de qu'est-ce que c'est que cette option maintenir la teinte et pourquoi il y a 3 nuanciers. Donc l'outil est disponible pour n'importe quelle source qui a au moins 4 couleurs, comme les Color Source Spot, et 5, 6, 7 et jusqu'à 8 couleurs. Donc l'outil pilote aussi parfaitement les phosphores. Allez, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à un autre outil qui est très pratique, qui est l'outil teinte. On va enlever le spectre. Et on va se remettre le diagramme, parce que ça nous donne une idée générale de ce qu'on est censé voir par rapport au fait. Si ça vous gêne pas, je vais tourner ça. Voilà, c'est quand même plus agréable. Alors, je vais choisir une teinte, par exemple quelque chose comme ça. J'ai le bras à peu près. Ok, et puis là, en tant qu'éclairagiste, j'ai envie de parler en RGB. J'ai pas besoin d'afficher l'outil RGB. Ou j'ai envie de parler en CMY. J'ai aussi l'outil. Ou je peux aussi parler en luminosité, en saturation, ou plus chaud, plus froid. Là, on me dit, ok, cette teinte est pas mal, mais c'est un peu froid. Et je peux lui dire, ok, plus chaud. Et donc, du coup, je vais appuyer. Alors, il faut rester appuyé avec son doigt. Et donc, du coup, il va calculer. Alors, je peux peut-être vous le montrer ici
pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Ok, donc si je dis plus chaud, eh ben, il va calculer toutes les teintes qui vont me permettre de réchauffer ou refroidir cette couleur. Si maintenant on va dire, ah, il y a trop de magenta, ok, moins de magenta. On va dire, oh, c'est trop vert, moins de vert. Ah, il y a trop de cyan, il n'y a pas assez de cyan, plus bleu, plus rouge, et ainsi de suite. Donc c'est un deuxième outil qui vous permet de faire une approche de la couleur comme vous en avez envie, sans vous occuper de comment est constituée la source, quel système il y a là à piloter. Évidemment, quand on est en 3 couleurs, c'est facile puisqu'on peut le faire en gros de tête, même si c'est assez compliqué de prendre une source RGB et de dire il y a trop de jaune ou c'est pas assez rose, faudra aller torturer les paramètres complémentaires au prorata de là où ils en sont. Là, c'est la console qui vous permet de le faire. Et quand vous passez à 4, 5, 6, 7 ou 8 couleurs, là, l'outil prend tout son sens puisqu'il pilotera jusqu'à 8 teintes avec l'outil. Et après, on a vu dans la présentation de LED des couleurs qu'il y avait aussi des systèmes de mode dans les projecteurs ou pas, qui vous permettent de réduire le contrôle à 3, 4 ou 5 paramètres, même si vous avez jusqu'à 8 couleurs. Allez, on va s'intéresser à un autre outil. On va s'intéresser à l'outil ColorPass. Alors, ça c'est ce outil qui est très très sympa. Je vais décider d'afficher avec le cercle. Peut-être en grand. Hop, allez, on refait tout en même temps. Alors, est-ce que ma tête gêne un petit peu? Donc, je prends une autre vue de caméra. Perdu. Bon, j'ai rien prévu si ce n'est que... Allez, on va rester comme ça. Allez, je vais me déplacer. Hop, je vais me mettre là. Ok, c'est pas prévu. Alors, on va partir avec une couleur de base. Donc, je prends mon projecteur. Ok. Et, ok, je vais lui donner une couleur. Donc, on va vous dire, tiens, il faut partir quelque chose de par là. Un truc à possession, pas trop vert. Ok. Ça, ce serait ma première mémoire. Donc, record 1. Ok. Et puis ensuite, je vais reprendre mon 1. Et on va choisir la couleur d'arrivée. Et donc, du coup, allez, admettons, soyons fous. On va arriver sur un nombre. Peut-être mais plutôt orange. Ok. Ça, ce sera mémoire 2. On va lui dire qu'on voudrait en 12 secondes. Ok. Alors, non seulement iOS est capable de piloter tous les projecteurs jusqu'à 8 teintes avec des outils qui permettent de gagner du temps et de retrouver les outils dont on a l'habitude, ou de parler le langage qui convient à l'éclairagiste. Cumulé avec ça, on a aussi possibilité de voir quel chemin va parcourir ma LED. Ben oui, si je regarde bien, là je vois que mon projecteur part du bleu pour aller vers le orange. C'est un projecteur en mode direct, donc c'est-à-dire qu'on pilote directement les LED. Donc concrètement, on va partir d'un bleu, puis ça va éclaircir, on va s'approcher du blanc, puis on va resaturer dans les oranges. Alors on a deux personnes, on a Wendy Lupta qui a fait tout un travail de recherche autour de la perception de la couleur, et puis Chris Misrak qui lui a imaginé l'outil qui nous permettrait d'avoir des fonctionnalités simples et puis puissantes. Et donc Wendy, elle a réfléchi, puis elle a dit, pour arriver à travailler sur le transfert des couleurs, on va imaginer créer des algorithmes. Donc ils ont imaginé des algorithmes. Par exemple, il y a l'algorithme USAT. C'est-à-dire que mon projecteur, c'est comme c'était par exemple un RGB, moi là on a cette couleur, mais c'est le même principe.
Et ben, au lieu qu'ils soient en RGB, à partir de maintenant, mon projecteur, il a le comportement d'une source comme s'il était en mode HSI, Hue, saturation, intensité. Et ben, on a toujours le même couleur de départ et d'arrivée, mais si vous voyez bien, on va pas du tout voir la même chose quand on va faire Go. Ben, à partir du bleu, et au lieu de désaturer et de resaturer, ben, on va avoir un joli rainbow qui va passer par le magenta, waouh, et arriver vers l'ambre. Ok? Donc ça, on peut l'imaginer plutôt dans l'autre sens. Vous avez des sources que vous avez mis en mode HSI, parce que c'est le contrôle le plus pointu et performant qu'on peut proposer à une source quand le mode HSI est disponible, comme par exemple dans toutes les sources lustres. Mais maintenant, vous n'avez pas envie de voir que ça fasse ce genre de transfert. Donc du coup, bah, vous pourrez leur associer un algorithme RGB. Et qui plus est, cet algorithme RGB, on va pouvoir l'injecter par défaut dans le patch. Je vous le montre tout à l'heure. Allez, on retourne HSI, USAT. Donc à partir de maintenant, j'ai associé le projecteur dans la Q2, donc son changement de couleur en Q2 suivra l'algorithme HSI. Et puis ils ont imaginé aussi qu'il faudrait qu'on puisse contrôler la luminosité. Bah oui, parce que en fait, peut-être que quand on arrive vers au code transfert, on va trouver que c'est trop limité, trop lumineux. Donc du coup, on va pouvoir limiter avec le paramètre luminosité. Et donc ça évitera de créer des mémoires intermédiaires. Voilà. Alors pourquoi un algorithme? Bah, un algorithme, ça permet d'avoir quelque chose de linéaire. Sinon, il faudrait créer des outils d'interpolation pour que vous puissiez faire votre tracé à la souris et après que ça recalcule les étapes intermédiaires. Donc ça serait très compliqué. Là, on est sur une source, donc c'est facile. Si on imagine qu'on a 40, 50, 100 projecteurs, ça fait beaucoup de calculs. Donc pour avoir quelque chose de fluide, le but c'est d'avoir des choses qui sont visuellement, on travaille sur l'esthétique, sur le rendu, sur la sensation. Donc voilà pourquoi la notion d'algorithme. Ensuite, donc on a on va prendre un autre algorithme que vous avez imaginé, l'algorithme gel. Alors là, l'algorithme gel, ils ont imaginé qu'il y avait une couleur de départ, une couleur qui allait s'en aller, la couleur out, et une couleur qui allait arriver, le orange. Et donc du coup, ils ont dit ok, eh bien on va pouvoir influer, ça veut dire on va pouvoir temporiser ces paramètres. Le paramètre color in, on pourra le retarder ou on pourra l'accélérer simplement avec son doigt. Et pareil pour la color out, le retarder ou l'accélérer. Et on retrouve toujours le contrôle de luminosité. Donc là, dans ce genre d'algorithme, on rentre dans le contrôle des temps. Mais on va pas rentrer des valeurs avec des temps à la main. C'est-à-dire que sur une console conventionnelle, si vous n'avez pas d'EOS, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez devoir mettre des temps, c'est-à-dire des délais et des temps pour chaque paramètre. Chaque couleur aura un temps et un délai particulier pour essayer de modeler. Ensuite, vous mettrez vos temps, vous ferez update, vous ferez go back, vous ferez go, vous regardez à quoi ça ressemble, et vous remodifierez. Ça prend énormément de temps. Grâce à l'algorithme, au système de color pass d'EOS, vous allez pouvoir tout simplement venir mettre un certain délai. Voilà. Et puis vous pourrez tester. Tester en 5, tester en 10 secondes, tester avec le temps de GoTo, le temps de la queue. Donc moi, par exemple, je vais demander un test en 10 secondes. Et donc du coup, eh ben, il va partir du bleu. Et puis, on va voir si le rendu va me convenir. Ok. On va faire un autre algorithme. Allez, l'algorithme SAT-Adjust. C'est rigolo celui-là aussi. SAT-Adjust, et ben on va pouvoir déterminer à quel moment on fait le changement de couleur, plutôt au début, plutôt à la fin du transfert. On a toujours le contrôle de la luminosité pendant le transfert. Et puis une fois qu'on aura choisi quand on fait son changement, on va pouvoir décider si on veut désaturer, s'approcher du blanc, ou au contraire saturer. Ça dépend si vous êtes plus ou moins joueur. Vous allez pouvoir plus ou moins saturer. Ah, désolé. Ok. Allez, on se fait un dernier algorithme. On va s'intéresser à l'algorithme RGB. L'intérêt du algorithme RGB, c'est qu'il va vous simplifier la vie. Là, on a une source en 7 teintes. Donc, il y a 7 délais et 7 temps à injecter, plus tout imaginer, ce qui est assez compliqué. Et ben là, je bascule sur l'algorithme RGB.
Et à partir de maintenant, il va me virtualiser rouge, vert, bleu, qui va être recalculé dans les 7 composantes du projecteur. Et ensuite, il va me virtualiser aussi les temps. Donc, c'est des pourcentages du temps de base ou le temps pour toute la famille couleur si vous en avez mis. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir retarder mon rouge, ou retarder mon vert, ou retarder mon bleu. Et donc, ça va me permettre de choisir si je vais plutôt passer par du magenta dans notre situation, ou plutôt par le blanc, ou plutôt par le vert si j'ai envie que ça passe par le vert. Alors, une fois qu'on aura fait ces petites modifs, et ben, comment ça va se passer? Et ben, on va tout simplement mettre à jour la queue avec update. Et ensuite, là j'ai fait back et go. Et donc là, je vais pouvoir regarder si le transfert me convient. Donc là, on a bien passé par le vert. Ok, si je voulais quelque chose d'un peu plus sombre, bah, je resélectionne mon projecteur. Et puis je dis, oh mais, ok, bah, je voudrais assombrir un peu. Et puis, un peu moins de vert. Ok. Et juste update. Et là, bah, c'est automatiquement injecté dans la mémoire où ça change. Et je vais le voir ici. Vous avez un petit C qui apparaît en index du circuit pour vous dire que vous avez un color pass qui est appliqué. Et donc, vous avez droit à un color pass pour chaque circuit dans chaque queue. Ensuite, oui, il est possible de sauvegarder les color pass. Alors après, l'intérêt premier du sauvegarde des color pass, à moins que vous essayez 2 fois des queues où vous avez les mêmes changements, mais pour moi les changements étant liés à la queue d'avant et la queue d'après, j'en ai déjà fait mais je les ai jamais réutilisés. Mais là où c'est vraiment utile, c'est de pouvoir les appliquer en color pass par défaut depuis le patch. Alors, on va faire un petit peu d'EOS. Je vais ouvrir le patch. Et en fait, si je prends mon circuit 1, et ben, je vais pouvoir lui associer un color pass par défaut. Par exemple, le color pass 5. À partir de maintenant, si je lui dis rien, live, et que je lui mets un Q1. Si je prends mon 1, et ben, il est déjà préattribué au color pass 5, qui est le color pass RGB. Vous pouvez en créer autant que vous en voulez. Et bien évidemment, on peut changer. Alors, Thibaut Debert, le copy to fonctionne avec le color pass. Alors, Thibaut, est-ce que tu parles du copy to dans le patch ou du copy to en live? Alors, bon, on va le faire. Alors, j'ai pas d'autre projecteur, donc je vais cloner mon 1 dans le patch. Donc, je fais un copy to. Je vais en mettre plusieurs, comme ça va gagner du temps. Ok, comme ça on vérifie, on voit qu'ils ont déjà tous le color pass. Donc oui, copie tous les attributs qui étaient sur le 1. Maintenant, je vais mettre en live. Je vais... Ok, on va se mettre en Q2. Ok, je vais redimensionner un petit peu ma fenêtre. Vous voyez les autres. Et donc si je fais... un copier en 2, et ben oui, le 2 est bien récupéré le color pass qu'il y avait le 1. Sauf que voilà, il faudra faire update bien évidemment. D'autres questions? Alors bien évidemment, on fera le plaisir d'utiliser des palettes de couleurs, d'autant plus quand on a autant de paramètres pour gérer la couleur. Donc si j'avais voulu fabriquer mon propre color pass par défaut, alors celui-là c'est un peu terrible, mais on va en faire un autre. Donc je vais prendre mon projecteur 3, je vais lui mettre la luminosité à 50, c'est le minimum syndical, ou de manière 47,
Allez, OK. Ensuite, ben, je ferai un record pass. Hein, il y a le bouton qui existe. Alors, les questions, par exemple 10. Ok, donc bon, ça c'est ce que j'ai créé moi. Et ensuite, dans mon patch, je pourrais lui dire, ok, bah, je voudrais que les projecteurs bleus et utilisent. Alors moi c'est le CorePass 10 que j'ai créé. Voilà, tout simplement. Alors pendant que notre présentation, je voulais aussi vous expliquer. C'est une digression, je sors du ColorPass que j'ai omis d'expliquer tout à l'heure. C'est que les outils de gestion de la couleur, ils sont en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions, hue, teinte, saturation et intensité, luminosité. C'est-à-dire que le 3e paramètre, il va se trouver en fait, vous voyez, c'est la 3e dimension. Donc tous les outils sont en 2D. Donc on va pouvoir affecter, en tout cas sur CMY, RGB et HSL, le 3e paramètre qui va être appliqué ici. Et donc du coup, on peut décider si c'est la teinte ou si c'est la saturation qui est disponible ici. Je prends un projet aussi, on va voir ce qui se passe. La teinte ou bien la luminosité. Vous allez pouvoir choisir quel paramètre vous voulez afficher. Voilà, pareil pour RGB, vous choisissez si vous avez rouge, vous avez des petits points d'interrogation, mais hâte de savoir comment fonctionne l'outil. Donc vous avez vu ici c'est le cyan, ou le magenta ou le rouge, ici vous les rouges, vert ou bleu ici. C'est à vous de choisir, c'est l'intérêt des outils. Okay. Alors sur les autres, on ne peut pas choisir bien évidemment. Le cercle c'est toujours, alors comment ça marche, je répète, on l'a expliqué la dernière fois, la teinte c'est un cercle de 0 à 360 degrés et la saturation de 0 à 100%. Ici c'est forcément la luminosité. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va revenir sur notre outil Color Tools. Et on va voir si... Je suis désolé, il y a beaucoup de vent à Lyon. Du coup, il y a le store qui bouge et ça fait du bruit. Ok, donc tous les outils vont me permettre, par exemple... Donc je vais prendre mon circuit 1 plutôt. On va partir d'un nouvel... On va se mettre en Q2. Ok. Et puis à partir de là, je vais faire une 3e teinte. Et ce sera une teinte par là, par exemple. Ok. Et donc du coup, on va faire une mémoire 3. Alors, petite chose, j'avais oublié de sélectionner le projecteur pour voir le color pass. Ça, c'est la première chose importante. Si j'ai pas sélectionné le projecteur, il ne me dit rien. Il ne va pas m'afficher le color pass de quelque chose. Deuxième chose importante, le color pass, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve sur la queue de changement. EOS, c'est une console full tracking, donc on parle de changement. On est sur le concept du changement. Donc c'est là où ça change qu'on met le color pass. Donc là, moi j'ai la queue 1, qui est celle du début. C'est pas là qu'il faut mettre un color pass. Ensuite, les color pass, on ne va pas les appliquer avec... Qu'est-ce qu'il y a? Les color pass, on va pas les appliquer sur dans le noir. Ça marche, mais ça sert à rien, ça ne se voit pas. Ok. Et ensuite, dans les derniers outils, bah, vous pourrez prendre votre source et cliquer et vérifier à quoi ça ressemble. Alors là. Alors oui, autre erreur qu'il faut pas faire. Alors j'ai changé de bêta et c'est pas formidable. Donc on va faire notre état d'arrivée. Alors Agathe, si tu crées des color pass dans un fichier, est-ce que tu peux les retrouver quand tu crées un nouveau fichier autrement que faisant un import partiel? Non, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'import partiel, la fonction fusionner.
Par contre, une pratique très très courante d'EOS, c'est d'avoir un outil de base, c'est-à-dire une conduite de base dans laquelle on va stocker tous ces petits outils, ces vues, ces macros, ces palettes prédéfinies, ainsi de suite, sa petite organisation. Et donc du coup, c'est intéressant d'y mettre. Je crée un nouvel macro, je me fais un nouveau color pass, je me le mets dans ma conduite de base, et donc du coup, je parture de cette conduite de base le page de la maison où j'ai l'habitude de bosser, et comme ça, ça fait toujours un gain de temps. Et voilà, et si vous avez modélisé votre salle en 3D, vous pouvez l'intégrer dedans, comme ça vous pouvez récupérer votre salle. Voilà, sachant qu'on peut définir la salle comme étant la vue par défaut. Alors, quelque chose qui marche pas. Quand j'ai un circuit sélectionné et qui va m'afficher, si je clique dans le cercle pour changer la forme, ça c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que si je clique, qu'est-ce que je fais? Je change la teinte. Ça, c'est toujours l'outil couleur. Donc, du coup, si je clique à un autre endroit, oui, ça fait bien changer le chemin. Oui, mais c'était pas le sujet. Ça a changé la lumière sur scène. Hein, je vous rappelle que sur scène, à la base, ça devait être orange. Et là, je l'ai transformé en vert. Donc non, je l'ai dit au début, on peut pas dessiner à la main le chemin qu'on veut que ça parcourt. Voilà. Ensuite, voilà, on a la possibilité de pouvoir balayer l'outil. Alors, dans la 317, ça marche pas du tonnerre. Il y a un petit souci sur le simule. Ah, puis j'ai mis un temps interminable. Excusez-moi. Vincent, le color pass est utilisable dans les FX pour les transitions ou pas? Non. Non, mais de toute façon, je vois pas où tu pourrais les injecter. Il n'y a pas de case color pass. On peut injecter des palettes, on peut injecter des niveaux absolus ou relatifs, c'est-à-dire les mettre à 75% de leur valeur, ou de leur rajouter 15, de leur enlever 15, de faire référence à une palette ou une preset. On peut même faire référence maintenant à des variables. Et donc, on peut dire le temps est la variable 1 à 10, ou le niveau est de 1 à 10, et puis ensuite programmer la variable. Là, on rentre dans une logique sympa, mais assez complexe. Mais non, on peut pas injecter les color pass dans les effets, du moins pas encore. Alors normalement, quand on n'est pas en mode bêta, on peut sélectionner sa source et se promener pour voir par quelle couleur ça passe et lancer. Alors il faut que ça calcule toujours quand on n'a pas fait l'enregistrement. Lancer le go et normalement il devrait indiquer le chemin qu'il parcourt, s'arrêter, repartir et ainsi de suite. Vraiment de visualiser par où on passe. Voilà, mais les deux choses qu'il ne faut pas oublier, se mettre dans la mémoire de changement et pas dans la mémoire de départ, c'est là en gros où ça arrive, et de sélectionner le circuit. S'il n'y a pas de circuit sélectionné, on ne travaille pas sur le corps pass du projecteur, donc il ne peut pas l'appliquer à quelque chose. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais s'il n'y a pas de questions, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce mardi. Dans tous les cas, je vous remercie vraiment d'être présent et d'avoir suivi cela jusqu'au bout. On va planifier pour jeudi une FAQ, une foire aux questions, c'est-à-dire toutes les questions que vous posez relatives à EOS. Donc on pourra revenir sur comment travailler en tracking, quelles sont les fonctionnalités qui tournent autour, travail sur les subs qu'on n'a pas trop abordé parce qu'on est parti sur le principe que n'ayant pas de fader c'était plus compliqué de les utiliser. Voilà, toutes les questions qui tournent relatives à EOS, ce sera pour jeudi après-midi. On va pas abandonner Facebook, mais on va passer sur un outil qui nous permettra à chacun de parler en direct pour que ce soit plus rapide que les questions via texte. Donc chacun pourra intervenir, il faudra que vous vous connectiez, on vous enverra un lien, ça vous basculera vers un outil Cisco ou WebEx
qui vous demandera peut-être de télécharger un petit plugin qui est lié à votre navigateur. Voilà. Et puis on essaiera d'arriver à pas tous parler en même temps, sinon ce sera la foire où je serai obligé de couper la chic à tout le monde. Non, je l'ai jamais fait, donc on y arrivera très très bien. Mais voilà, donc ce sera sur une autre plateforme que Facebook. Donc ce sera jeudi à 15 h. Voilà, pas d'autres questions? Bon, dans tous les cas, notez vos questions, vos réflexions, votre approche. J'ai vu que Thibaut et Vincent, ainsi que d'autres, vous m'avez contacté en disant, voilà, j'ai avancé sur les learning stage, j'aimerais bien poser pas mal de questions. Il y avait donc des questions sur les macros, sur tout un tas d'usages. Vincent a pas mal de questions sur les subs. Donc l'idée de faire cette foire aux questions, c'est que vous puissiez je réponds à chacun individuellement, mais si on la pose devant tout le monde, il y a tous ceux qui disent ah oui, au fait, comment ça marche? Ça permet d'en faire profiter un plus large panel de personnes, puis à chacun d'interagir. Quand on n'a pas compris, c'est toujours difficile quand c'est par écrit dire tu peux recommencer, j'ai pas compris. Donc voilà. Je vous laisse aussi répondre au sondage qu'a posté Jonathan. Je réfléchis si j'ai oublié de vous dire quelque chose. À part que, bonne nouvelle, il paraît qu'on a passé la moitié du confinement. Donc la première moitié, j'espère, se passe au mieux pour tout le monde. Hein. Voilà, on va tenir bon bout pour effectuer la deuxième moitié. Et voilà, et on attend toujours que vous nous donniez des informations, vous nous connectiez pour tous les sujets. Ah oui, donc ça c'est le sujet du questionnaire. Ah oui, je fais pas les questions en même temps, sinon lire, parler, vous écouter, voilà, je suis monotache. Bon, on s'arrête là. Ok, allez. Je vous souhaite très bon courage, tenez bon, soyez gentils avec vos enfants qui en ont marre aussi comme vous. Et puis, on a la chance, les miens se sont calmés. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous jeudi pour toutes les questions que vous faites autour des os. Ce sera plus un questionnaire d'utilisateur, jeune utilisateur ou grand habitué des os. N'hésitez pas, notez vos questions. Voilà, donc suivez bien la connexion. Il y aura un petit chemin un petit peu différent. Ce sera pas comme Facebook Live, vous cliquez sur Facebook, vous accédez à la vidéo. Rappelez-vous aussi que vous pouvez partager largement la vidéo. On a une chaîne YouTube ETC Vidéo Librairie France sur laquelle vous retrouverez plus ou moins avec un petit retard. Là, elles ont été postées hier ou aujourd'hui. Donc du coup, vous avez accès à toutes les vidéos qui ont déjà été réalisées, qui vous permettent de faire pause, regarder comment les choses ont été présentées, et ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt.